Bon, hier, on a vu que Brigitte refaisait du théâtre, hein, et de son côté, Macron s'est mis au chant choral. Bon, ou alors il cherche à faire un remake de The Office avec lui en tant que Michael Scott. No, God! No, God, please, no! Bon, après, vu que nos intros c'est souvent des conneries, on espère se tromper. On est mardi 6 février et c'est le moment de prendre votre dose d'actu, alors abonnez-vous pour ne rien louper de nos vidéos et c'est parti! On continue à couvrir le mouvement agricole européen en commençant par la France. Hier, des tracteurs ont bloqué une centrale casino dans les Bouches-du-Rhône jusqu'en début de soirée. Près de Nantes, un des derniers blocages de la Confédération paysanne a été évacué par la police. Et dans le Périgord, des agriculteurs bio ont installé un marché paysan devant un centre commercial pour demander le respect de la loi Egalim. Voilà, la loi Egalim, c'est celle qui protège normalement les rémunérations des agriculteurs dans les négociations commerciales, mais pour laquelle on apprenait hier que 124 contrats sur 1000 ne la respectent pas. Voilà, c'est un contrôle effectué par le ministère de l'économie qui a permis d'arriver à ce chiffre, qui représente quand même près d'un contrat sur 8. Le gouvernement essaie d'appliquer en vitesse les promesses faites aux syndicats agricoles FNSEA et jeunes agriculteurs, avec 2 décrets parus hier. Il y en a un qui permet en partie de rembourser partiellement les frais d'énergie des agriculteurs, et l'autre fait passer la prise en charge vétérinaire de 80 à 90% pour les élevages bovins touchés par la maladie hémorragique épizootique. Voilà, donc des mesures qui ont pour principal objectif de faire tomber la mobilisation. Mais elles sont loin de faire l'unanimité. Il y a la Fédération nationale d'agriculture biologique qui appelle à une mobilisation devant l'Assemblée nationale demain, se sentant clairement abandonnés par le gouvernement. Les apiculteurs, quant à eux, se sont réunis à Lyon avec leurs ruches décimées pour protester contre les annonces d'allègement des normes sur les pesticides qui tuent leurs abeilles et aussi contre l'importation de miel étranger. À l'étranger, la colère ne désemplit pas du tout. Mais pas du tout. L'autoroute à la frontière de la Belgique et des Pays-Bas est bloquée dans les 2 sens par des tracteurs près de Maastricht. On dit juste Maastricht en fait. Et d'ailleurs, c'est pas la seule. Aux Pays-Bas, il y a plein d'autoroutes qui continuent à être bloquées, comme d'ailleurs dans d'autres pays. Et il est aussi prévu dans la journée que les grandes autoroutes reliant l'Espagne à la France, elles aussi, soient bloquées. Le mouvement agricole étant particulièrement puissant dans la péninsule ibérique. Autre actualité, les employés de Valdune, une entreprise du Nord qui est la seule à fabriquer certaines pièces de TGV et abandonnée par son actionnaire en mai 2023, auraient enfin trouvé un repreneur. C'est le groupe de traitement de déchets Europlasma qui rachèterait l'entreprise, mais qui souhaite quand même licencier par la même occasion 133 personnes sur les 308 salariés de l'entreprise. Alors le tribunal de commerce de Lille décidera ou non de la reprise de ces conditions le 20 mars. On a une actualité sociale qui est toujours marquée par la dégradation des conditions de travail alors qu'on entame seulement le 2e mois de l'année. Mathieu Lépine recense déjà le 30e mort au travail de 2024 sur son compte Twitter. Une enquête est d'ailleurs publiée aujourd'hui dans Le Monde sur ce sujet. On rappelle que 700 personnes meurent chaque année dans le cadre professionnel. Et dans le même temps, les rémunérations indécentes dans le monde du sport continuent à être épinglées. Après le salaire annuel de 500 000 € bruts d'Amélie Oudéa-Castéra, aujourd'hui ministre des Sports, de l'Éducation, des JO et des bonbons journalistiques, c'est la rémunération du président du comité d'organisation qui interroge. Tony Estanguet, c'est son nom. Et il est aujourd'hui sous le coup d'une enquête du parquet national financier pour sa rémunération de 270 000 € bruts annuels. Voilà, c'est bien au-dessus des seuils légaux. Rappelons que déjà 3 enquêtes financières portent sur les JO de Paris, voilà, 6 mois avant leur lancement le 26 juillet prochain. C'est du beau. Enfin, la présidentielle au Sénégal, qui devait avoir lieu dans 3 semaines, a été repoussée au 15 décembre par l'actuel président Macky Sall et l'Assemblée nationale du pays. Les militaires ont aussi pénétré dans l'Assemblée, ce qui ressemble fort à un coup d'État quand même. On en parlera demain dans la chronique internationale. Bon alors on a reçu un message d'un paysan meunier boulanger dans les Pyrénées-Orientales qu'on aimerait partager avec vous. Alors que la FNSEA avait annoncé la fin du mouvement, les paysans de Conflans ont continué avec des agriculteurs de tous les syndicats et sans étiquette. Ils se relaient avec leurs voisins pour s'occuper des exploitations tout en maintenant les points de blocage. Dans un court-métrage de leur reporter local intitulé « En colère », dont le lien est fourni en source, on voit d'autres images que celles qu'on a vues à la télé et on y voit aussi des témoignages forts de ce mouvement de résistance. En plus des revendications nationales pour la fin du libre-échange en faveur de la souveraineté alimentaire, ils ont également voulu interpeller sur l'utilisation de l'eau dans une région où les stations de ski misent sur la neige artificielle pour préserver l'économie lucrative du ski.
Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse sévit depuis plus de 2 ans. Les animaux et les cultures souffrent de soif, mais les stations de ski fabriquent de la neige. Aujourd'hui, pour la chronique Affaires et corruption, on va revenir sur un féminicide qui a eu lieu à Sanary-sur-Mer. Vendredi 2 février, à 14h30, une femme appelle la police suite à des violences de son mari. Des agents viennent au domicile et disent constater l'alcoolisation de la femme et de son époux. Dans leur procès verbal, ils noteront être intervenus pour un différend conjugal. L'homme leur a par ailleurs remis des armes et des munitions lors de leur passage, des armes qu'ils détenaient sans aucune autorisation. Et la détention illégale d'armes à feu n'a pas mis la puce à l'oreille des agents qui n'ont pas décidé de l'emmener. La femme, de son côté, sûrement apeurée, n'a pas souhaité porter plainte sur le moment. Les policiers ont fini par revenir à 16h pour constater le décès de la femme. Son assassin de 69 ans a de suite déclaré l'avoir tuée quelques instants après leur premier passage à l'aide d'une arme blanche. Voilà, donc le parquet a ouvert une enquête contre le tueur bien sûr, mais aussi à l'encontre des policiers qui n'ont pas cru bon d'emmener l'homme possesseur d'armes illégalement pour une audition. Une enquête administrative a également été ouverte. Le laisser-aller des policiers est d'autant plus inquiétant que les agents sont censés être formés à ces situations et à ce que les femmes aient peur de porter plainte. Et ils savent qu'en général, un féminicide sur 5 a lieu après un ou des dépôts de plainte, ce qui aurait dû constituer une raison supplémentaire de l'éloignement de l'homme de son domicile. Bon, en même temps, les forces de l'ordre ne sont pas exemplaires en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Mediapart nous le rappelle aussi en révélant que des gendarmes se seraient amusés à prendre et diffuser des photos à caractère pornographique. Des photos qui ont été prises dans les locaux de la gendarmerie mobile d'Antibes, où on peut y voir une femme utilisant un tonfa et un pistolet de service comme sextoy. Ou encore en action avec 2 gendarmes en tenue. La direction de la gendarmerie refuse d'indiquer à Mediapart si une enquête a été ouverte contre les agents censés faire respecter l'ordre. On poursuit avec un représentant de l'ordre, mais qui pour une fois n'est pas poursuivi mais promu. Le commandant de la gendarmerie de Brest a pris une disponibilité pour devenir directeur de la sûreté et de la sécurité de la filiale Bon Marché. Cette promotion pose une nouvelle fois la question des liens entre les filiales du groupe LVMH et l'État à travers ses forces de sécurité. On se souvient du puissant ex-patron du renseignement, Bernard Squarcini, qui est maintenant au service de Bernard Arnault et de ses entreprises. Et pour finir, on nous a reproché de ne pas assez parler des européennes à venir, alors on va parler un peu des eurodéputés. Et figurez-vous qu'une enquête du consortium Follow the Money vient de révéler qu'au moins un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires. Au total, ce sont 163 députés sur 704 qui sont impliqués dans 253 affaires allant du vol de portable à la complicité de meurtre. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les affaires liées directement à leurs fonctions. Au total, ce sont 44 affaires pour fraude et détournement de fonds, 45 pour corruption, dont 18 liées à des attributions de pots de vin, et enfin 46 affaires pour des faits de harcèlement moral et sexuel. Alors bien souvent, le harcèlement concerne leurs collègues ou collaborateurs. Il y a même un député, Ioannis Lagos, dirigeant du parti néo-nazi dissous Aube Dorée, qui siège depuis une prison grecque pour des faits de complicité de meurtre dans l'assassinat d'un rappeur antifasciste. Et tout ça ne serait que la partie immergée de l'iceberg, car bien des faits sont dissimulés aux enquêteurs, empêchant des poursuites et des condamnations. D'ailleurs, dans les affaires citées, il y a en fait très peu de condamnations parce que les États sont particulièrement protecteurs de leurs élus. Bon voilà, c'est une bonne journée pour nous et pour vous aussi. Enfin, si vous regardez notre vidéo le soir ou en sortant du taf, en tout cas, n'hésitez pas à partager pour que vos proches aient la même routine de fin de journée que vous. Et surtout, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre Tipeee si vous en avez les moyens. Ouais, il est temps que la journée se finisse. Moi, je vous dis à demain 19h, je vous fais des bisous, ciao!